S'intitule Le dialogue restauratif, un dispositif de réhumanisation des liens patients-soignants face aux pratiques coercitives en psychiatrie. Et donc on reçoit Wafa Bouroubi. Ah pardon. Wafi Oui, Wafia Bouroubi. Et puis Noël Tulin. Bonjour à toutes et à tous. On va essayer d'être efficace et faire avec votre disponibilité cognitive en cette fin de journée. En tout cas, avec Noël, nous sommes vraiment ravis de pouvoir clôturer cette journée qui a été vraiment riche et auquel clairement notre présentation va faire écho. Et de vous présenter un dispositif qui se veut, depuis sa genèse, une invitation à la réflexion et à la complexité que recouvre la pratique de l'isolement-contention. Ce que nous allons partager aujourd'hui avec Noël, c'est vraiment un cheminement, un croisement progressif. Un croisement de savoirs, de récits, de pratiques, des savoirs situés, incarnés, forgés finalement dans nos expériences, souvent au plus près de ce que la psychiatrie contemporaine produit de plus complexe. Il s'inscrit également dans un entre-deux, à l'interstice des tensions éthiques, humaines, thérapeutiques et institutionnelles que soulève l'usage de l'isolement et de la contention en service précisément d'un travail hospitalier. Nous allons donc tenter de vous inviter dans cette démarche, dans cette construction qui cherche finalement à faire tenir ensemble la pluralité des places, la pluralité des réalités de nos pratiques et les conflits aussi qu'elles génèrent en son sein. Alors, il prend une forme à partir d'une nécessité également partagée, c'est important qu'on vous le dépose. L'idée de ne pas détourner le regard et de créer aussi des conditions pour que la parole puisse à nouveau circuler là où elle a été entravée. Donc c'est dans cette démarche que nous allons nous situer aujourd'hui. Alors pour ce faire, juste, on souhaiterait également croiser ces perspectives, vous l'avez bien compris, expérientielles et professionnelles, au regard de ce que nous en dit la littérature scientifique. Et donc là, à ce moment-là, on va ouvrir avec Noël une discussion sur les impacts très concrètement des pratiques coercitives sur les patients, mais également sur les soignants. Nous vous inviterons également à réfléchir avec nous les enjeux institutionnels et systémiques dont ces pratiques sont finalement le symptôme, pour au final vous présenter les cas théoriques, les objectifs et la méthode du dialogue restauratif. Voilà pour le programme en 30 minutes promis. On va essayer. Merci Wafa. Je m'appelle Noël Tulin Pinot-Merlin, j'ai 36 ans et puis avant de détailler un petit peu ce que ce serait pour nous ce concept de dialogue restauratif, je voulais vous raconter un petit peu mon rapport à l'isolement et la contention. Donc moi j'ai rencontré la psychiatrie à 15-20 ans en fait par le prisme des addictions. Je suis un ancien très gros consommateur de cannabis, je fumais à l'époque une petite trentaine de joints par jour, donc un bon petit rythme. Voilà. Et en fait, je consultais à l'époque dans un XAPA auprès d'une psychologue avec qui j'avais plutôt une bonne alliance. Et puis, j'étais vraiment pris dans ce prisme un peu de dépendance, avec des difficultés psychiques qui étaient de plus en plus importantes, au point où elle essayait de m'orienter vers des psychiatres en libéral, mais ça ne fonctionnait pas du tout. Et puis j'ai fini, parce que je me suis évanoui dans la salle d'attente du XAPA, par aller aux urgences, donc parce que je pensais que je m'étais cogné la tête, et moi je m'attendais à arriver aux urgences somatiques, et en fait je me suis retrouvé aux urgences psychiatriques. Là, il y a un médecin qui a fait une évaluation et qui m'a posé une série de questions, et parmi toutes ces questions, il y en a une qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'il m'a dit quel est votre rapport à la religion ? Et alors moi, j'ai plutôt tendance à faire de l'humour, et du coup, j'ai répondu, écoutez, je m'appelle Noël, je suis né le 25 décembre, je pense que d'une certaine manière, comme Jésus est en chacun de nous, je dois être une forme de réincarnation, quoi. Il a peu apprécié ce trait d'humour, et puis c'était un petit peu aussi majoré par l'état d'excitation dans lequel j'étais. Parce que ça, c'est la partie un peu positive. J'allais quand même vraiment pas bien à ce moment-là.
Je venais de passer plusieurs nuits sans dormir, j'ai beaucoup consommé alcool, cannabis, beaucoup faire la fête. Et puis je tenais des propos qui étaient clairement incohérents. Et puis il a commencé à m'expliquer que en fait j'allais rester peut-être un peu plus longtemps. Moi je voulais sortir, la tension est montée. Et assez rapidement, je me suis retrouvé face à une dizaine d'infirmiers et brancardiers qui avaient tous fait du rugby dans leur jeunesse. Et ma colère montait de plus en plus parce qu'on commençait à me retenir contre mon gré. À ce moment-là, on m'a demandé, donc je précise que j'étais pas agressif physiquement, verbalement très agressif, mais pas physiquement. Donc j'avais compris que j'allais perdre quoi qu'il arrive. Et je me suis retrouvé à m'allonger sur un lit, à ce qu'on me contentionne et qu'on me sédate. Et je me suis réveillé le lendemain dans une chambre d'isolement en pyjama. Avec des idées qui étaient déjà présentes, que je détenais une forme de vérité et que l'industrie pharmaceutique cherchait à me faire taire. Donc que le bras armé de la psychiatrie, à savoir les psychiatres, les infirmiers et tout, était complice. Donc au niveau de l'alliance, c'était pas terrible. Et j'ai passé plusieurs jours dans la chambre d'isolement et quelque chose que j'ai assez rapidement compris, c'est qu'en fait taper sur la porte, ça n'a changé strictement rien parce qu'en fait je voyais très peu de réactions, je voyais peu les soignants, etc. Finalement, j'ai fini par sortir au bout de quelques jours, mais j'étais toujours dans cette méfiance, cette défiance. Les semaines ont passé et puis un diagnostic de trouble bipolaire a été posé. Donc j'acceptais pas du tout, hein. Moi je me considérais à la limite à moitié autiste, à moitié schizophrène, mais pas du tout bipolaire. Voilà, j'étais prêt à prendre autre chose, mais pas du tout ça. Et puis en fait, il y a quelque chose qui a changé dans ma relation à l'équipe et dans le lien que j'avais avec les soignants. C'est la relation que j'ai eue avec un aide-soignant. Qui était absent en fait au début de mon hospitalisation. Il devait être en vacances et puis il est revenu un petit peu comme ça. Au bout d'une quinzaine de jours, j'étais hospitalisé et en fait, il a été chargé de me couper ma nourriture, mon poulet, parce que je présentais des idées suicidaires. J'avais des tatouages qui exprimaient mes craintes suicidaires inscrits sur ma chair. Et il me coupait mon poulet tous les midis, tous les soirs. Alors peut-être que je ne mangeais pas du poulet midi et soir, mais en tout cas, j'ai quand même ce souvenir-là qui était assez important. Et on discutait, il me donnait des petits conseils. À l'époque, j'avais une barbe très hirsute qui devait arriver là et des cheveux. Bon, ça, je les ai perdus entre-temps. Il m'a conseillé de demander le passage du coiffeur pour être plus propre. Je me dessinais sur les bras des futurs tatouages assez cryptiques et mystiques. Il m'a dit mais arrête de faire ça, mais lave-toi au savon et tu verras, tu auras un peu plus de liberté. Du coup, j'ai fait ce qu'il m'avait dit, qui était plutôt un bon conseil. Et peu à peu, j'ai commencé à retrouver la liberté. On m'a autorisé même à aller faire des footings le matin dans le parc, alors que j'étais en service fermé et que le parc était ouvert sur la ville. Et puis j'ai commencé à tisser du lien avec l'équipe et progressivement me dire que peut-être ce qu'il me racontait, c'était pas de la connerie. Et je suis fondamentalement convaincu que c'est cette relation avec cet aide-soignant, et bien sûr d'autres professionnels, mais qui est venu un peu réparer le traumatisme qu'avait représenté l'isolement et la contention et l'hospitalisation sous contrainte. Et du coup, quand j'ai plusieurs années après, démarré le métier que je fais à l'heure actuelle, qui est le métier de médiateur de santé pair, je suis arrivé à l'hôpital et quelque chose qui a été initialement très essentiel pour moi, ça a été la qualité du lien et l'alliance à tisser avec les personnes accompagnées. Parce que je me suis toujours dit que dans mon parcours, ça avait été quelque chose de primordial et de vraiment essentiel dans les facteurs qui ont privilégié et fait avancer mon rétablissement. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré Wafia, qui du coup était ma collègue à l'hôpital, et avec qui j'ai eu de nombreuses discussions sur les soins sous contrainte et le traumatisme vécu des personnes en isolement et en contention. Je vais reprendre là. Finalement, en écho à ce que le récit narratif que Noël vient de vous présenter, il y a une particularité quand on travaille en service intra-hospitalier. Il y a un son qui finit par faire partie de notre quotidien, celui des coups frappés sur la porte de la chambre d'isolement. Un rythme, une pulsation. 3 coups, une pause. 2 autres,
puis le silence. Et ça recommence. Ces frappes, chaque fois, on le sait bien, avaient leur propre langage. Une forme de grammaire, finalement, de l'enfermement. Elles n'étaient ni aléatoires, ni absurdes. Elles étaient des signes de vie, des appels, des cris sans mots, des tentatives pour dire une cigarette ou bien je suis là, je n'arrêterai pas, j'existe. Puis très vite, on découvre un tout autre langage quand on travaille en psychiatrie. Celui des murs, des verrous, des protocoles et finalement celui de l'isolement dans lequel nous-mêmes, l'équipe, on commence à être embarqués. Ce qui m'a frappé finalement au fil de mes 10 ans de pratique en intra-hospitalier à temps plein, dont mes collègues sont là, pour le coup, ce n'est pas seulement la pratique en elle-même, mais l'apprentissage progressif que l'on fait de la surdité. Alors pas une surdité sensorielle, hein. Non, on entend très bien, mais on apprend à ne plus les écouter. C'est une désensibilisation finalement progressive, souvent rituelle, qui peut s'installer parmi nous insidieusement. Et lorsqu'on évoque ces frappes en staff, d'habitude à 9h30, on continue le staff, le bruit est là, on les entend. Elles deviennent des indicateurs cliniques pour nous. Donc agitation, sténicité, opposition, manque d'adhésion au traitement, le patient n'est pas assez sédaté, on augmente les doses. Et finalement, on prolonge l'isolement. Le non-sens se répète. Nous sommes embarqués en fait dans cette dynamique-là. Et la situation qui pourrait être réfléchie devient une procédure vide de sens. Alors, une question persiste dans ces moments-là quand on travaille en service intra-hospitalier, c'est comment avons-nous pu faire taire ce que nous savions pertinemment être un appel à l'autre ? La littérature scientifique est également claire sur ce point. La privation sensorielle, l'enfermement, la rupture du lien conduit à une désorganisation du sentiment d'existence, à une atteinte profonde du soi. L'isolement peut même majorer les symptômes. Dans ce contexte, j'ai envie de dire, frapper à la porte devient presque un acte de résistance psychique. Et pourtant, nous soignants, je dis bien nous soignants, avons appris à vivre avec cela, à ne plus réagir, à nous protéger par l'oubli, et parfois justifier ces gestes comme nécessaires, incontournables. Alors on pourrait s'arrêter là, dans ce récit professionnel. Mais quand un espace de confiance existe au sein d'une équipe, souvent lors des débriefings qu'on peut faire entre nous après une mise en chambre d'isolement et de contention, une parole émerge, et elle est souvent chargée, difficile à poser. Mais elle dit le paradoxe vécu par mes collègues dans ces moments-là, devoir protéger et soigner tout en contraignant. Certains professionnels pleurent, d'autres s'enferment dans le silence. On peut se cacher derrière des postures virilistes, mais ça ne veut pas dire que ça ne vient pas nous marquer. Car en vérité, personne ne sort indemne de ces expériences, les patients en premier lieu, c'est évident, mais les soignants également. Après 10 ans de pratique, j'ai quitté le service avec une conviction profonde, que l'on partage encore ensemble, c'est qu'il ne s'agit pas d'une culpabilité morale. C'est mal ce qu'on fait. Pas juste ça qui se joue. Il s'agit précisément d'un écart, souvent douloureux, entre l'intention soignante et l'acte posé. Et ce décalage produit un effet. Il fragilise notre capacité à nous reconnaître dans notre rôle, à continuer à exercer sans que cela ne laisse de traces. L'isolement a donc un coût, pas simplement gestionnaire, on y reviendra après. Elle a un coût psychique pour les équipes, un coût invisible, silencieux et qui est en plus difficilement verbalisable dans des espaces formels. Et pourtant, elles sont bien réelles. Donc, cela nous dit au fond, et ça c'est un peu l'ancrage aussi du dialogue restauratif, c'est que nous avons besoin de lieux pour penser ces gestes ensemble. Des espaces pour partager la charge, pour reconnaître la souffrance qu'ils peuvent générer et pour préserver finalement notre capacité d'engagement éthique, mais aussi et surtout pour faire autrement. On a voulu se pencher un petit peu autour de ces questions d'isolement et de contention sur ce qu'on pouvait trouver dans la littérature. Et donc, du coup, je me tourne un petit peu, ce qu'on trouve de la part des personnes concernées, comme référence un petit peu, c'est que globalement, les personnes hospitalisées en isolement et en contention, elles peuvent témoigner de sentiments d'incompréhension par un manque d'information, un environnement qui est perçu comme dégradant et des chambres insalubres, un sentiment d'impuissance, de déshumanisation ou de peur, d'humiliation et de rupture du lien entre les soignants et les soignés.
par la discordance entre l'intention thérapeutique et la réception subjective qui est vécue comme une forme de violence symbolique, renforçant un vécu de dépossession. Il y a 4 grandes thématiques sur la contention plus spécifiquement qui ont été extraites de la littérature. C'est le traumatisme psychologique de ce vécu, la perception de pratiques non éthiques, le sentiment d'avoir été brisé psychiquement et une perte d'intégrité personnelle. Finalement, pour passer maintenant de l'autre côté, si on peut dire qu'il y a un autre côté, c'est que dans le champ de la psychiatrie, les pratiques coercitives, comme l'isolement et la contention, ce ne sont pas simplement des protocoles techniques. Elles incarnent aussi un profond malaise éthique chez les professionnels. Et ce malaise naît précisément du fait que ces actes, bien qu'ils soient encadrés par la loi, alors on ne viendra pas expliciter plus en détail, mais elles sont encadrées, s'opposent souvent aux valeurs fondamentales du soin. Et finalement, c'est un peu ce qui a été dit tout au long de cette journée, donc on va peut-être aller un tout petit peu plus vite, mais nombreux sont les soignants à vivre ce que Yves Clos nomme une qualité empêchée. Ce sentiment intime, pour être précis sur ce terme, de ne pas pouvoir exercer leur métier dans le respect des exigences éthiques et humaines qui les ont guidés vers cette profession. C'est ça la qualité empêchée. Être contraint finalement d'attacher, d'enfermer, d'imposer un acte sur un corps, là où leur mission est de soulager, d'accompagner, d'humaniser. Créer un contresens professionnel, un choc finalement intérieur profond. Alors même lorsque cette intention est de limiter ces recours, les pressions organisationnelles, les contraintes de gestion de lit ou encore les exigences de rendement viennent court-circuiter cette volonté. L'institution, finalement, au lieu de soutenir une pratique soignante, produit parfois des injonctions paradoxales. Il faut à la fois protéger et contenir, soigner et gérer, entendre la souffrance et l'enfermer. Dans ce contexte, l'acte de contrainte n'est plus un choix thérapeutique, portant de le poser, mais une réaction imposée par le système, les écosystèmes qui constituent le système hospitalier, on va y revenir, souvent perçu comme une forme de trahison de soi-même. Devoir contraindre un individu humain, parfois vulnérable, dans un geste qui semble s'opposer donc à l'éthique. Donc on ne parle plus seulement uniquement de souffrance au travail, mais d'une souffrance éthique, finalement, au sens que l'entend Christophe Dejour. Celle qui ne provient pas de la difficulté du métier, mais de l'impossibilité de l'exercer en accord avec ses valeurs. Et c'est une souffrance dite pathogène, car elle ronge l'identité professionnelle. Donc, vous avez mis également la référence de Marie Peset, intéressante sur l'idée de cette perte de sens, finalement, lorsque le soin devient un geste prescrit, vidé de sa dimension humaine, réduit à un mécanisme institutionnel. Je pose alors la question, pourquoi une institution censée prendre soin peut-elle, sans se renier et sans naïveté, recourir à des dispositifs qui produisent de la rupture relationnelle, de l'effraction corporelle et du traumatisme psychique? Bonne question. Ah oui. Alors, effectivement, il était important pour nous, alors rapidement, hein, évidemment, l'idée, c'est pas de refaire un cours d'histoire, mais en tout cas de se rappeler de notre histoire, de l'histoire de la psychiatrie. Okay. L'hôpital psychiatrique, il est porteur d'une double mission, à la fois institution sociétale et établissement de santé spécialisé. Historiquement, il s'est transformé d'un lieu d'enfermement réservé aux populations marginalisées, donc c'était au XVIIe siècle, en un espace de soins courant du XIXe siècle, centré sur la médicalisation des troubles. Donc on va très vite dans l'histoire, mais vous voyez ce passage avec d'un côté lieu de contrôle social versus lieu thérapeutique. Et donc, malgré la médicalisation et l'abord thérapeutique bien plus prégnant en hôpital, ça a plutôt déplacé les tensions actuellement, en introduisant finalement une coexistence qui est conflictuelle entre des logiques gestionnaires et des logiques thérapeutiques. À 5 minutes. Ça marche, on va faire vite. Mais je ne sais pas faire vite. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que, je vais reprendre par rapport à la slide, tout ça pour dire qu'il est important de reprendre notre histoire, de l'inscrire dans la grande histoire de la psychiatrie, qui est finalement très récente, parce qu'il y a des risques. Tchac, tchac, c'est moi qui ai la télécommande.
voilà, avec peut-être les risques qu'on voulait vous proposer, c'est-à-dire que de ne pas penser cet enjeu systémique et politique, c'est faire peser tout sur la responsabilité individuelle. Et donc, déjà, d'une part, elle dépolitise le soin. Alors, attends, on pourrait en débattre longtemps, mais en tout cas, l'éthique devient affaire de vertu individuelle, non d'organisation collective. Alors, il y a les bons services qui font du moindre recours, il y a les mauvais services qui font pas. Et donc, ça devient de la responsabilité de chacun. Premier point, premier risque. Elle renforce, dans une certaine mesure, pas d'engagement politique, mais des logiques plus néolibérales. C'est-à-dire, c'est l'individu, le soignant, comme le patient, qui devient porteur de charges, de risques et de responsabilités. Vraiment, là, on vous renvoie aux travaux de Cassel qui sont extrêmement intéressants, qui nous expliquent comment, tout le long du XXe siècle, on est passé d'une logique du danger à une logique du risque, et donc probabiliste, avec tout le risque de comportement déviants qui peuvent se passer dans la société. Donc là, je vous laisse vraiment voir avec Cassel. Et aussi, enfin, elle empêche toute critique institutionnelle et donc, de ce fait, toute transformation structurelle. Si l'erreur elle est individuelle, les écosystèmes qui structurent l'hôpital n'ont pas à changer. Et donc, on en arrive à certaines pratiques que vous connaissez peut-être, où on se dit, on va mettre en place un outil, et bien on va faire du moindre recours. Donc après, les outils ne s'inscrivent pas dans les services, et on se demande pourquoi. Mais parce que s'il n'y a pas toute cette logique institutionnelle, vous pourrez mettre tous les moyens, tous les outils du monde, ça ne prendra pas. On avance un petit peu. Oui, on avance. Donc là, pour le coup, vraiment, l'idée, c'était, dans cette lecture écosystémique, de reprendre les travaux de Marie-Hélène Goulet, forcément. Donc, peut-être juste un élément supplémentaire. Donc, elle amène vraiment à repenser au niveau individuel, au niveau des services, au niveau interactionnel, au niveau de l'établissement, au niveau des politiques. Mais elle appuie également sur la notion de chronosystème qu'on voulait quand même vous présenter parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle insiste sur l'importance de nommer et de travailler les mémoires qui traversent nos institutions. Alors, l'histoire de la grande psychiatrie, mais aussi l'histoire des services. Parce qu'on le sait bien, par exemple, pour un hôpital de secteur, vous avez 5 secteurs, vous avez 5 histoires différentes. Donc, forcément, pas du tout les mêmes logiques de transformation si on veut faire du moindre recours à l'isolement-contention. Donc, cet enjeu lié au chronosystème est intéressant. Les enjeux aussi qu'on voulait vous présenter, c'était les leviers d'action. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a des établissements qui vont vers le moindre recours, ou qui vous disent non, mais c'est pas possible. Et c'est ça qui est intéressant dans la recherche PledCare d'ailleurs. Donc, vous invite vraiment à pouvoir voir que des identifiants, des déterminants ont été identifiés et qu'ils répondent en plus à la logique de Marie-Hélène Goulet sur la logique écosystémique. Et qu'enfin, troisième point, je vais vite. Hein. Ouais. Tu me dis si je suis pas claire. L'idée de structurer l'action institutionnelle. Alors, c'est bien d'avoir des logiques systémiques, c'est bien de penser le chronosystème, etc. Mais comment on structure l'action institutionnelle? Et là, c'est intéressant d'aller chercher du côté de la prévention primaire, la prévention secondaire, la prévention tertiaire, en sachant que pour le coup, le dialogue restauratif s'inscrit plutôt dans une logique dite de prévention tertiaire. Et du coup, on va peut-être accélérer un petit peu. Elle était bien, cette phrase, pourtant. Elle était bien. Ouais. Penser l'isolement et la contention dans ces conditions d'émergence, c'est libérer le soin de la culpabilité sans jamais renoncer à sa responsabilité. Wafia Bouroubi. On va aller sur le cœur du dispositif de ce qu'on voudrait vous proposer, qui est cette notion de dialogue restauratif. Alors, le dialogue restauratif, c'est inspiré de ce qui existe au niveau de la justice, qui s'appelle la justice restaurative. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. L'idée, c'est de faire dialoguer des personnes qui ont commis des crimes, des auteurs, avec des personnes qui ont été victimes, dans un but de promouvoir la responsabilisation et d'envisager des réparations qui sont adaptées. Elle repose sur 3 piliers fondamentaux: la reconnaissance des besoins de la victime, la responsabilisation de l'auteur et la restauration des liens sociaux. Ces principes visent à substituer une approche punitive à une approche réparatrice recentrée sur le dialogue, l'humanité et la réintégration sociale. Alors nous, on a eu cette idée il y a quelques années déjà de vouloir transposer dans le champ de la psychiatrie cette idée de justice restaurative, et c'est pour ça qu'on a pensé à cette idée de dialogue restauratif, mais ça s'en distingue quand même. Parce qu'on l'a beaucoup disputé. Quand Noël il a proposé cette thématique-là, vous vous en doutez, je n'ai pas tout de suite dit « Ah ouais, génial ». Je me suis dit « Ça se distingue quand même ». Et il a fallu, en fait, pour nous, objectiver qu'est-ce qui se distingue entre la justice restaurative et ce qui se joue finalement à l'hôpital.
Le dialogue restauratif, inspiré de ces fondements, s'en distingue profondément parce qu'il a pour nous une visée thérapeutique. Son trait non sur la désignation d'un tort, de sortir un petit peu de ces logiques, mais d'aller agir sur la reconstruction d'une relation fragilisée par la coercition. En particulier, donc, l'isolement-contention. Dans un contexte également marqué, ça ne vient pas nier cela, marqué l'asymétrie des rapports de pouvoir, c'est un fait. L'idée n'est peut-être pas justement d'aller du côté de l'horizontalité, c'est de marquer qu'il y a cette asymétrie de fait, mais comment la mettons au travail, en fait, finalement, ensemble. Et donc, on est parti vraiment sur une pensée un peu ricoeurienne de Ricoeur, c'est-à-dire que la mise en récit des expériences, marquée par la souffrance, marquée par la contrainte, marquée par le doute éthique, c'est déjà réparer quelque chose. Et donc, ça nous a amené... Ah oui, c'était pas fait comme ça. Okay. Avec, voilà, 3 finalement objectifs importants du dialogue restauratif, c'est qu'on se dit qu'en croisant les récits et les vécus, pour permettre une reconnaissance réciproque des expériences, non dans une illusion de symétrie, mais dans un espace où chaque parole peut être accueillie dans sa légitimité propre, indépendamment de la position occupée. Premier niveau. Le deuxième, c'est en œuvrant à restaurer les liens, à reconstruire la confiance là où elle a été mise à mal et engager finalement chacun dans une responsabilité éthique, celle de reconnaître les déséquilibres, les zones d'influence implicites et d'ouvrir un espace où la relation peut redevenir vivante. Et, troisième point, l'idée qu'en transformant les postures et les pratiques, tant professionnelles qu'institutionnelles, non à partir de normes abstraites, mais par l'écoute des vécus, le respect des droits humains et la co-construction de cadres plus justes et plus sensibles aux réalités du terrain. Peut-être à ce moment-là, le soin peut alors redevenir un espace de lien, traversé certes par des asymétries, des fragilités, des attentes parfois dissonantes, mais réuni dans un lieu de confiance, de co-responsabilité et de transformation partagée. J'avance un petit peu, Wafia, juste parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on termine. Du coup, l'idée de modèle du dialogue restauratif, c'est d'instaurer un dialogue médiatisé entre professionnels ayant pratiqué l'isolement et de la contention et des personnes ayant subi dans les services, dans une forme de débriefing post-soins sous contrainte. On a imaginé les choses en 4 temps pour notre recherche-action, une phase d'immersion, de préparation, de facilitation et de restitution. Au niveau de l'immersion, c'est l'idée que Wafia et moi, on puisse aller dans des services, observer un petit peu ce qui se passe, présenter la thématique, se faire connaître, recueillir un petit peu les envies et les besoins de chacun. Au niveau de la prépa... Les dynamiques institutionnelles à l'œuvre autour de la contrainte dans chaque service. Au niveau de la préparation, donc c'est des séances distinctes, de séparer les 2 groupes de patients et de soignants, justement pour préparer un petit peu les appréhensions qu'ils pourraient avoir avant une éventuelle rencontre. Donc on s'est dit à peu près 3 séances par groupe et un encadrement clinique et éthique avec le consentement éclairé des participants, y compris des soignants. 3 séances de facilitation où les personnes se rencontrent, les 2 groupes se mélangent et peuvent échanger sur ce vécu de l'isolement et de la contention. Et enfin, une restitution à 3 ou 6 mois où on puisse revenir et faire une synthèse des échanges sur ce dispositif. Tu as des choses à rajouter? Non, je pense que... J'ai bombardé. T'as bombardé, ouais. Ouais, il y a un enjeu important, c'est déjà de repositionner l'hôpital, notamment de secteur, comme acteur de l'innovation scientifique. Il y a un enjeu fort pour nous sur ce plan-là, avec une recherche qui finalement va articuler une démarche épistémologique innovante, en tout cas qui est née de l'hybridation des savoirs, donc pour nous expérientiels, professionnels et scientifiques, une posture éthique respectueuse et une méthode finalement rigoureuse pour répondre aux enjeux des pratiques coercitives en psychiatrie avec une méthode d'analyse qualitative, pour le coup. Et donc ça, c'est un peu les objectifs, 11 objectifs qu'on a posés pour le moment.
finalement, en fait, sont sur 2 niveaux, hein. C'est vraiment l'idée d'identifier les dynamiques institutionnelles à l'œuvre et documenter les vécus subjectifs des participants. C'est les 2 niveaux d'analyse avec la méthode qu'on vous a présentée. Et maintenant, la suite, du coup, c'est un projet de recherche qu'on souhaite mener avec Wafia à Alpha Psi, là où on travaille tous les deux désormais. Et je suis très content qu'on intervienne après le précédent projet sur la bienvenue, parce qu'en fait, on cherche à la fois un hôpital pour expérimenter, mais on a un projet de documentaire sur ce dispositif. Et en vous écoutant, je me disais qu'il fallait vraiment qu'on pousse le curseur jusqu'au maximum et intégrer le dispositif de documentaire dans la recherche-action. Donc voilà, j'étais vraiment très inspiré par la précédente présentation. Voilà. Il était prêt à changer de présentation en disant « il faut qu'on aille sur ça, sur le documentaire ». Je dis « pas dans 5 minutes ». Voilà, on a essayé d'être au plus rapide pour vous montrer un tout petit peu le contexte du dialogue restauratif, mais nous rentrerons plus dans le détail prochainement, on espère. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une dernière question pour clore cette longue journée? Et à nouveau, on s'excuse. Ah, 2. Ah, il y a le droit à 2, me dit-on. Donc, c'est à moi de choisir maintenant. OK. Donc là, c'est plus compliqué. Alors, il y avait une personne qui était la première. Oui. Bonjour, je m'appelle Yves, je suis infirmier de pratique avancée sur le CHS de Georges Sandre à Bourges. Moi, j'ai une question à vous poser qui est à la fois aussi une petite question de provocation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, on devrait aussi demander aux psychiatres, voire même des fois à certains soignants, de faire un petit essai en chambre d'isolement, ne serait-ce qu'une heure? Au bizutage qu'on pouvait avoir quand on était en intra-hospitalier. Je ne suis pas sûre qu'il faille répéter ces schémas. Je ne sais pas exactement comment répondre à votre question, mais j'avais entendu quand j'ai commencé ma carrière de médiateur de santé pair, je crois que c'était un infirmier qui était intervenu dans ma licence, qui m'avait dit que lui, il avait testé à peu près toutes les molécules pour se rendre compte de leurs effets secondaires. Et je trouvais que la démarche, elle était très intéressante du point de vue expérientiel. Et c'est vrai que sur l'isolement et la contention, ne jamais avoir été contenu ou enfermé pendant des heures sans avoir le droit de sortir, ni même d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit, c'est une expérience qui, je pense, n'est pas imaginable avant de l'avoir vécue. Et je pense... Ouais. Excusez-moi, c'est pour ça que je vous posais cette question-là. C'est pour justement avoir, je dirais, ce qu'à l'époque, quand on faisait les sorties de chambre d'isolement, on faisait une estimation sur le vécu et le ressenti du patient sur la chambre d'isolement. Donc, en fonction de ce que nous disaient les patients, un jour, j'ai eu effectivement cette idée de me dire à un de mes collègues, enferme-moi pendant 1 heure en chambre d'isolement. Je peux vous garantir qu'effectivement, c'est l'enfer. Et en plus, vous étiez volontaire. En fait, je crois que c'est ça la différence fondamentale. C'est que vous étiez volontaire. Oui, alors bonjour, moi je suis père aidante familiale professionnelle, je travaille au sein d'un hôpital, je parle en tant qu'aidante là, je reviens un peu en arrière et du coup j'aimerais savoir si vous avez imaginé, au moins dans une perspective à venir, justement restaurer le dialogue aussi qu'il peut y avoir entre les personnes concernées et la famille, surtout qu'elles sont souvent en première ligne quand il y a des hospitalisations sous contrainte, qu'il y a un traumatisme qui se joue et que ce traumatisme dans la relation, c'est les familles qui doivent le gérer avec leurs proches et non pas sans mal. Voilà. Alors, on a effectivement réfléchi à cette idée-là et le périmètre de notre recherche-action n'est pas encore tout à fait défini, mais on a deux groupes complémentaires qu'on aimerait peut-être étudier. C'est effectivement les aidants, les familles, et l'autre groupe, c'est les témoins, des personnes qui sont dans les services, qui subissent pas directement l'isolement et la contention, mais qui voient leur père enfermé et tambouriner sur les portes. Donc c'est vraiment deux groupes qu'on aimerait éventuellement étudier de manière complémentaire.
Merci pour votre présentation. J'avais une question parce que votre méthodologie, elle se base sur la justice restaurative. Vous parliez d'une société qui est passée de celle du danger à celle du risque. Est-ce qu'un des risques que vous n'identifiez pas par avance, c'est que dans ce dialogue, il y ait finalement un jeu de rôle entre une victime et un coupable, même si dans ce que vous disiez dans la première partie, les soignants sont aussi victimes finalement des actes qu'ils doivent poser. Comment est-ce que vous voyez un peu cette distribution des rôles qui se fera peut-être pas, hein, je ne sais pas, mais voilà. Alors peut-être, le premier point, c'est déjà de se dire qu'on ne part pas du principe que de faire rencontrer se met sur un pied d'horizontalité. C'est-à-dire que déjà de base, pour justement pouvoir contourner cette idée-là, c'est de dire nous savons qu'il y a quelque chose d'asymétrique dans cet espace-là. Ça fait partie même du cadre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, pour contrer en fait ce risque-là, c'est qu'il y a tout un travail, comme vous voyez, la deuxième étape de facilitation. C'est-à-dire qu'on ne met pas soignants et patients tout de suite au travail. Il y a un travail préalable d'élaboration côté soignant dans un premier temps, côté patient. C'est-à-dire qu'on mise finalement sur cette conscientisation, cette élaboration parmi des pairs pour pouvoir, quand il y aura un moment à dialoguer, qu'il y ait quelque chose qui ait pu être travaillé, mentalisé, mis au travail psychiquement avant, et pas directement pendant la séance. Sur le plan psychique, ça n'engage pas les mêmes choses que si on avait fait directement en mode médiatisé. Là, effectivement, on risquait de rentrer dans ces biais-là. Mais c'est un risque, par contre, de fait. Merci encore pour tout. On a un dernier mot à vous transmettre juste avant de vous laisser. Je passe la parole à Yvonne. On peut les faire